Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un tableau. Ce tableau. La mort de Léonard de Vinci par François-Guillaume Ménageot. Sur ce tableau, on peut voir Léonard de Vinci alité, mourant et à son chevet le roi François Ier. Pourquoi ce tableau précisément ? Eh bien parce qu'il a la particularité d'être faux, historiquement. Tout d'abord, mettons un peu de contexte à cette histoire. Léonard de Vinci est né en 1452 à Vinci, d'où son nom. Dans sa vie, Léonard a été peintre, organisateur de fêtes et de spectacles, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain. Dès qu'il a entendu parler d'un métier, il l'a fait. Il a d'abord été l'élève du peintre Andrea del Verrocchio à Florence. Excusez-moi si j'écorche les noms, ce que je fais sûrement. Ses premiers travaux importants sont réalisés au service du duc Ludovic Sforza à Milan. Il œuvre ensuite à Rome, Bologne et Venise et passe les 3 dernières années de sa vie en France à l'invitation de François Ier. On le connaît d'abord en tant que peintre, avec ses tableaux La Joconde ou La Seine, bien que seulement une quinzaine de ses tableaux soient parvenus jusqu'à nous. Mais sa peinture n'est pas le seul héritage qu'il a laissé derrière lui, puisqu'il a écrit des carnets de plus de 6000 pages de notes, dessins, textes scientifiques et réflexions sur la nature de la peinture. Comme ingénieur et inventeur, Léonard est très en avance sur son temps. Très peu de ses inventions sont réalisées, ou même réalisables, de son vivant. On parle quand même de prototypes d'avions, d'hélicoptères, de sous-marins et d'automobiles. En tant que scientifique, Léonard a passé une grande partie de sa vie à l'étude de l'anatomie, de l'optique, du génie civil et de l'hydrodynamique. François Ier, quant à lui, est né en 1494 sous le nom de François d'Angoulême. À sa naissance, François Ier n'est pas destiné à régner puisqu'appartenant à la branche cadette de la famille royale de Valois. Son arrière-grand-père, le duc Louis Ier d'Orléans, est le frère cadet du roi Charles VI. Et son grand-père, Jean d'Orléans, est l'oncle du futur roi Louis XIII. En 1496, lorsque son père Charles d'Orléans meurt, François hérite du titre de comte d'Angoulême à l'âge de 2 ans. Sa mère, Louise de Savoie, alors âgée de 19 ans, obtient la tutelle de François. Mais le futur roi Louis XII estime qu'elle est trop jeune pour assurer seule cette fonction et décide de partager la tutelle. L'année de son couronnement, en 1498, faute d'héritier mâle, Louis XII fait venir auprès de lui François et le fait duc de Valois en 1499. Il est héritier présomptif de la couronne en qualité d'aîné de la maison de Valois et dès l'âge de 4 ans, il est élevé pour devenir roi au château d'Amboise. En janvier 1512, Anne de Bretagne, la femme de Louis XII, très affaiblie par une dizaine de couches en une vingtaine d'années, accouche à nouveau d'un fils mort-né. Louis XII va alors se résoudre à traiter François en prince héritier et va le faire entrer au conseil du roi. Il va le nommer commandant en chef de l'armée de Guyenne le 12 octobre 1512. Il est sacré roi de France le 25 janvier 1515 dans la cathédrale de Reims et régnera jusqu'à sa mort en 1547. Nous sommes donc en 1515. Cette date doit vous rappeler quelque chose et en effet, à peine sur le trône, François Ier reconquiert Milan avec la bataille de Marignan. En décembre de cette même année, Léonard de Vinci assiste à la rencontre entre François Ier et le pape Léon X. Le pape charge Léonard de concevoir un lion mécanique pouvant marcher et dont le poitrail s'ouvre pour faire tomber des fleurs de lys, fleurs emblèmes du royaume de France et de Florence. Le lion aurait été utilisé dans plusieurs manifestations officielles, en France et en Italie, et notamment pour l'arrivée du roi à Lyon en 1515.
L'année suivante, Léonard de Vinci arrive en France où son nouveau mécène François Ier l'installe au manoir de Cloux, actuel Clos Lucé à Amboise. Il réside alors à proximité du château d'Amboise, demeure royale, et devient premier peintre, premier architecte et premier ingénieur du roi. François Ier est fasciné par Léonard de Vinci et le considère comme un père. Un souterrain reliait le château d'Amboise et le château du Clos Lucé, permettant au roi de rendre visite à l'Italien en toute discrétion. Le tunnel est aujourd'hui effondré, mais les premiers mètres sont toujours visibles. Léonard de Vinci est déjà souffrant lorsqu'il arrive en France, et dès 1517, il souffre d'une paralysie partielle de la main droite. En 1519, sentant ses forces s'affaiblir, Léonard de Vinci fait rédiger son testament, la lettre de naturalité donnée par François Ier lui permettant d'éviter le droit d'aubaine, droit permettant au souverain d'hériter des biens d'un étranger à la mort de ce dernier. Il lègue la plupart de ses biens, dont ses carnets, ses instruments et ses manuscrits, à son disciple Francesco Melzi afin qu'il les fasse publier, ce qu'il ne fera jamais. Il meurt le 2 mai 1519. François-Guillaume Ménageot est d'abord un peintre d'histoire. C'est d'ailleurs sous l'appellation peintre historique donnée par l'Académie royale de Paris en 1777 qu'il peut exposer au Salon. La mort de Léonard de Vinci lui vaut un triomphe à cette exposition en 1781. Le tableau est accompagné de ce texte explicatif. Ce prince le logea dans son château à Fontainebleau. Il l'aimait tant que Léonard de Vinci, voulant se soulever pour lui témoigner sa reconnaissance, tomba en faiblesse. Le roi voulut le soutenir et cet artiste expira dans ses bras. Le tableau est inspiré du texte de Giorgio Vasari, premier biographe de Léonard de Vinci. Il voulut dévotement recevoir le très saint sacrement hors de son lit. Le roi, qui le visitait souvent de la façon la plus amicale, survint sur ces entrefaites. Par respect, Léonard se dressa sur son lit, lui exposant la nature et les vicissitudes de sa maladie, et montrant en outre combien il avait offensé Dieu et les hommes en n'ayant pas fait de son art l'usage qu'il convenait. Il lui prit à ce moment un spasme douloureux avant-coureur de la mort. Le roi se leva et lui prit la tête pour lui témoigner sa faveur afin de soulager ses souffrances. Mais ce divin esprit, reconnaissant ne jamais pouvoir recevoir d'honneur plus grand, expira dans les bras du roi. Mais le fait que François Ier soit au chevet de l'artiste au moment de sa mort est très peu probable. À ce moment-là, la reine accouche du futur roi Henri II et toute la cour se trouve au château de Saint-Germain-en-Laye. Les ordonnances royales données le 1er mai sont datées de cet endroit. Le journal du roi ne mentionne aucun voyage jusqu'au mois de juillet. Et pour finir, Francesco Melzi raconte dans une lettre au frère de Léonard de Vinci la mort de son maître et ne fait aucune allusion à François Ier, chose qu'il n'aurait pas oublié de raconter. Le tableau, commandé par Louis XVI pour servir de modèle à une tenture de l'histoire de France, est l'occasion de saluer François Ier comme le digne père des arts. Exposé au château royal d'Amboise, le tableau de Ménageot inspira en 1818 le tableau éponyme de Jean-Dominique Ingres. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée, d'être resté jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!